bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver sur ce plateau aujourd'hui pour cette nouvelle émission de la Société de médecine de la reproduction dédiée au syndrome des ovaires polykystiques. Je suis accompagné pour discuter de ce syndrome du docteur Hélène Brie-Goyard, qui est endocrinologue, médecin de la reproduction et qui travaille au centre hospitalier de Bicêtre à Paris et également au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Et je suis également accompagné du docteur Maëlys Peigné, qui est maître de conférence des universités en médecine de la reproduction et gynécologie médicale et qui travaille à Bondy, à la PHP également. Alors on va vous parler effectivement d'un syndrome qui est extrêmement connu, qui est très fréquent dans le domaine de la médecine de la reproduction, qui est le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK. Alors ce syndrome, il a été identifié pour la première fois en 1935 par deux chirurgiens américains, Stein et Leventhal, qui avaient observé des phénotypes particuliers de femmes qui étaient souvent obèses, avec des aménorrhées et un hirsutisme. Quelques années après, ce syndrome a été un petit peu mieux précisé, et puis finalement on a compris, et on va le voir, on va en discuter tout à l'heure, que ce syndrome en réalité est un trouble vraiment ovarien au départ, et ce ne sont pas des kystes ni des microkystes qui sont sur les ovaires, mais bien un excès de follicules en croissance. Alors le SOPK, c'est la cause la plus fréquente de troubles du cycle, de troubles de l'ovulation, d'hyperandrogénie et d'infertilité féminine, donc c'est vraiment une pathologie centrale dans le domaine de la médecine de la reproduction. On sait aujourd'hui que ce syndrome toucherait 4 à 20% des femmes. Alors cette prévalence qui est très variable dépend des pays, mais aussi des critères diagnostiques qui ont pu être utilisés. Et on estime dans les pays industrialisés, notamment dans les pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale, que ce syndrome toucherait environ 15% des femmes en âge de procréer. Alors la cause de ce syndrome, eh bien, elle est extrêmement complexe. On sait aujourd'hui qu'il existe des composantes génétiques, plus récemment épigénétiques, neuroendocrines, métaboliques, hormonales, qui vont expliquer finalement le développement de cette pathologie. Quoi qu'il en soit, même si cette physiopathologie est complexe, multifactorielle, il est clair aujourd'hui qu'on sait qu'il y a deux éléments qui sont vraiment fondamentaux dans la physiopathologie de ce syndrome. C'est d'une part une hyperandrogénie qui est primitivement ovarienne et d'autre part un trouble de la folliculogénèse avec un excès de follicules en croissance et surtout un blocage de l'ovulation. Alors comment on va diagnostiquer ce syndrome? Aujourd'hui, les critères ont évolué et Maëlys, est-ce que tu pourrais justement nous en dire plus? Oui, tout à fait, si tu pouvais je vais vous dire ça. Le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques, il a pas mal évolué. D'abord parce que les critères n'étaient pas très bien définis, mais maintenant, depuis 2003 et les critères de Rotterdam, les choses sont un peu plus claires et on peut un peu plus définir ce syndrome. Donc, je vous les ai notés ici. Les critères de Rotterdam, ce sont donc les trois critères qui sont là. L'oligoanovulation, donc un trouble de l'ovulation, une hyperandrogénie et un aspect échographique d'ovaire polykystique. Pour diagnostiquer le syndrome, il faut que la patiente présente au moins 2 de ces 3 critères. Voilà, ce sont les critères diagnostiques. Donc, je vais vous en reparler un petit peu. Donc, il y en a 3. Le premier critère, donc on a dit, c'est l'oligoanovulation. Et comment ça va se présenter cliniquement? C'est des patientes qui vont avoir des troubles du cycle, des règles irrégulières. Normalement, un cycle, c'est défini par l'OMS, il doit faire entre 25 et 35 jours. Et ces patientes, elles vont avoir soit des cycles longs, de plus de 35 jours, ce qu'on appelle une oligospagnoménorrhée, donc des règles qui peuvent être de plus de 45 jours, voire même une aménorrhée, donc une absence de règles, qui peut être pour 3 mois ou voire plus. Donc vraiment un trouble du cycle. Donc un trouble de l'ovulation qui va conduire à l'infertilité dont tu parlais tout à l'heure, Geoffroy. Le deuxième cycle, c'est l'hyperandrogénie. Cette hyperandrogénie, elle peut être clinique ou biologique. Cliniquement, de quoi vont se plaindre les patientes? Ça peut être d'une acné, mais attention, pas n'importe quelle acné, c'est une acné sévère qui va atteindre au moins 2 zones du corps. Ça peut être soit le visage, le torse, ou le torse et le dos. Et puis, on peut avoir aussi une plainte d'une pilosité excessive. Mais là encore, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est un hirsutisme. L'hirsutisme, c'est la présence d'une pilosité importante, avec des poils noirs et drus, dans des zones où normalement la femme n'en a pas. Donc ça peut être une hyperpilosité au niveau du visage, au niveau du torse, au niveau du dos. Attention, les avant-bras et les jambes ne font pas partie de ces zones androgénodépendantes. Donc si on a une hyperpilosité au niveau des bras, des avant-bras ou des jambes, ça ne fait pas partie des critères pour l'hirsutisme. Et puis biologiquement, c'est une testostérone augmentée. Le troisième critère, c'est à l'échographie. Et donc c'est ça qui a évolué récemment entre les critères initiaux de 2003 et puis actuellement, parce qu'on a une amélioration de nos techniques d'échographie,
avec une meilleure distinction de ces tout petits follicules qui sont avec un nombre augmenté, comme tu le disais tout à l'heure, Geoffroy. Et donc les critères, ce sont avec des échographes de bonne qualité et par une échographie qui se fait par voie endovaginale, avec une augmentation de la taille des ovaires de plus de 10 ml ou un nombre de follicules par ovaire, petits follicules entre 2 et 9 mm, donc de plus de 20 par ovaire. Et donc pour diagnostiquer ce SOPK, comme je vous le disais, il faut 2 de ces 3 critères, mais attention, c'est un diagnostic d'élimination. On ne peut poser ce diagnostic qu'après avoir éliminé toutes les autres causes de troubles du cycle, d'hyperandrogénie. Et je crois que Hélène, tu voulais nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît. Tout à fait. Donc, il ne faut pas méconnaître les diagnostics différentiels. Comme tu l'as dit, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, devant une hyperandrogénie qui évolue depuis la puberté, hyperandrogénie plus ou moins sévère qui évolue depuis la puberté, il faut absolument penser au bloc en 21 hydroxylase à révélation tardive, qui est une maladie surrénalienne fréquente, puisqu'elle touche à 2 à 8% des patientes qui ont un hirsutisme. Et donc, il faut le diagnostiquer parce qu'il peut y avoir un conseil génétique si la patiente est porteuse d'une mutation sévère, et donc il faut dépister un conjoint dans la perspective d'une grossesse. Donc, c'est très simple pour le diagnostiquer. Il faut réaliser ce dosage de 17 OH progestérone en phase folliculaire s'il y a un cycle, sinon en aménorrhée, et plus ou moins sous synactène qui amplifie, enfin améliore la sensibilité selon le dosage de base. Donc ça, c'est un premier diagnostic qui est à évoquer parce que fréquent. La deuxième chose, c'est qu'il faut penser à l'hypercorticisme, donc devant, pas un dépistage systématique, mais devant des signes tels que l'obésité facio-tronculaire, ou une hypertension, un diabète, une aménorrhée. Il faut vraiment avoir, en tout cas y penser pour pouvoir faire par exemple un freinage minute, qui est un diagnostic assez simple qu'on peut faire en ville, pour éliminer un hypercorticisme. Ensuite, l'hyperandrogénie sévère et récente ne doit pas évoquer un SOPK, on doit évoquer des tumeurs ovariennes ou surrénaliennes. En général, c'est vraiment un hirsutisme d'apparition récente, et donc assez souvent sévère, avec une testo qui est plus de 2 fois la normale. Donc ça ne pose pas vraiment de problème, ce n'est pas tout à fait les mêmes tableaux cliniques en fait. Alors dans une autre rubrique, il ne faut pas surdiagnostiquer, il faut éviter de surdiagnostiquer un SOPK. Donc d'après les critères que tu as décrits tout à l'heure, il y a une difficulté, c'est chez l'ado et la jeune fille, où les ovaires sont plus riches, puisqu'en fait elles sont plus jeunes, donc elles ont plus de follicules, donc le seuil de 20 n'est pas vraiment déterminé pour la jeune fille. Donc, et en plus, ces jeunes filles, elles ont des troubles du cycle, elles peuvent avoir des cycles un peu plus longs. Les critères d'ailleurs du trouble du cycle ne sont pas les mêmes, puisqu'en fait on établit la limite à 45 jours dans les 3 ans qui suivent la puberté, dans les limites supérieures. Donc il faut savoir en fait évoquer le diagnostic et puis surtout suivre les femmes sans les alarmer. Parce qu'on a beaucoup de patientes en consultation qui viennent avec cette espèce d'étiquette de SOPK qui n'en sont finalement pas. Donc, dedans, il y aura, parmi ces patientes, il y aura des SOPK. Évidemment, si vous avez une aménorrhée secondaire, là, on est très vite sur le SOPK, mais il y a quand même une frontière avec la physiologie chez les jeunes filles. Alors, une dernière chose, c'est à l'inverse, le SOPK peut être masqué par une aménorrhée hypothalamique. Donc l'aménorrhée hypothalamique, c'est fréquent et le tableau va être dominant. Ça va être des jeunes filles qui vont beaucoup bouger, faire du sport, être minces, manger restrictif, plus ou moins, sans avoir forcément un IMC bas. Et donc ces patientes, elles vont plutôt avoir un tableau biologique et clinique d'aménorrhée hypothalamique, mais avec des ovaires très, très riches à l'échographie. Et donc, ce sera démasqué si elles modifient un peu leur mode de vie, si on fait l'induction de l'ovulation, on va s'apercevoir que probablement il y a un SOPK sous-jacent. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il y a des SOPK minces avec aménorrhée hypothalamique. Il y a la moitié des OPK françaises qui ont des poids normaux, mais il y a une moitié qui est en surpoids. Et Geoffroy, quels sont les facteurs de comorbidité et de risque chez ces patientes ?
Comment tu peux nous expliquer ça? Alors merci. Alors en effet, ça c'est une vraie question parce que pendant très longtemps, on a cru finalement que ce syndrome des ovaires polykystiques était peut-être lié à l'obésité et que l'obésité, à un moment, même pour des vieux critères américains, faisait partie des critères diagnostiques initiaux du syndrome des ovaires polykystiques. Alors en réalité, avant de parler d'obésité, on va parler insulinorésistance. Force est de constater que l'insulinorésistance est un problème très fréquent chez les femmes qui souffrent de syndrome des ovaires polykystiques, puisque plus de la moitié d'entre elles vont avoir une insulinorésistance, dans la grande majorité des cas, dans le cadre d'une obésité bien sûr androïde, puisqu'on estime que 70% des femmes SOPK qui ont une insulinorésistance ont une obésité androïde. Donc on va dire que c'est quand même une problématique assez fréquente. Mais on peut avoir aussi, comme tu le disais, des SOPK minces qui n'ont absolument pas d'insulinorésistance. Ça montre bien que le SOPK n'est pas une maladie, mais un syndrome, et qu'il existe probablement des formes de SOPK qui sont très influencées par le métabolisme, et d'autres qui sont vraiment plus influencées par des dysfonctions ovariennes, voire hypothalamo-hypophysaires associées. Alors, clairement, cette obésité et l'insulinorésistance associée n'est pas la cause d'un syndrome des ovaires polykystiques, mais est un facteur aggravant. Aujourd'hui, on sait bien que l'hyperinsulinisme compensatoire dans le cadre de l'insulinorésistance va provoquer une activation de la stéroïdogénèse au niveau des petits follicules et donc une augmentation de la sécrétion des androgènes. Et en plus, on va avoir un autre effet périphérique qui est que l'insuline va inhiber la protéine de transport des androgènes et va augmenter la biodisponibilité de ces derniers dans la circulation et donc va aggraver les signes cliniques d'hyperandrogénie. Donc c'est vraiment un facteur aggravant et clairement, il faut absolument le dépister, le prendre en charge. Alors comment le dépister? Eh bien, toute femme qui a un syndrome des ovaires polykystiques, quel que soit son IMC, et ça avait été mis en exergue dans les dernières recommandations internationales de l'ECHRE, doit absolument avoir une évaluation de son statut par un bilan minimal. Dans ce bilan clinique, il est recommandé de faire une mesure du tour de taille, et notamment on sait qu'un tour de taille supérieur à 80 cm définit l'obésité androïde et donc vraiment le risque cardio-métabolique qui pourrait être associé. Et puis, il faudra évaluer la tolérance glucidique. Cette tolérance glucidique, c'est toute femme qui a un SOPK doit avoir au minimum une glycémie à jeun. Et si son IMC est supérieur à 25, ce qui représente quand même un grand nombre de patientes, eh bien on doit proposer une hyperglycémie provoquée par voie orale avec 75 grammes de glucose pour rechercher une intolérance aux hydrates de carbone ou un véritable diabète de type 2 qui est parfois diagnostiqué dans le cadre d'un bilan de SOPK. Et puis, pour définir le syndrome métabolique, qui définit vraiment l'entité qui va engendrer tous les troubles cardiovasculaires sur le long terme chez ces patientes, eh bien, il faudra aussi évaluer la pression artérielle, le bilan lipidique. Et vous voyez dans le tableau sur cette slide qu'il existe un certain nombre de critères. Il faut donc, pour définir un syndrome métabolique, que la patiente ait un tour de taille supérieure à 80 cm et qu'elle ait 2 critères parmi les 4 qui sont indiqués, donc hypertension artérielle, hypertriglycéridémie, hypo-HDLémie ou trouble de la tolérance glucidique. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ce syndrome métabolique, c'est vraiment le premier marqueur du risque vasculaire, notamment dans les années à venir, et du risque artériel. Il faut le dépister pour le prendre en charge de façon active et limiter les complications cardio-métaboliques. Après, bien sûr, c'est souvent après 40 ans qu'elles surviennent. Alors, c'est sûr que, on le voit bien, il y a une intrication très forte avec le métabolisme. Il faut donc dépister ces patientes. Et surtout, ce dépistage, il sera quelle que soit la prise en charge des femmes, que ce soit prendre en charge une hyperandrogénie, un trouble du cycle ou une infertilité. Il va falloir vraiment, ça fait partie des éléments fondamentaux de la prise en charge de ces femmes qui souffrent de ce syndrome. Et donc, la première question qu'on va se poser pour la suite justement de la prise en charge thérapeutique de ces femmes, c'est si jamais il y a une insulinorésistance dans un contexte d'obésité androïde, qu'est-ce qu'on va proposer? On commence toujours par des mesures hygiéno-diététiques. Et on pourra proposer secondairement éventuellement des agents insulinosensibilisants comme la metformine pour justement améliorer l'insulinosensibilité, lutter contre l'insulinorésistance et limiter finalement cet effet amplificateur de l'insulinorésistance sur le syndrome des ovaires polykystiques. Alors maintenant, la première question importante, puisqu'on est en plus dans une vidéo de la Société de médecine de la reproduction, question que j'ai posée à Maëlys, c'est qu'est-ce qu'on va proposer à une femme qui souffre d'une anovulation, qui a un syndrome des ovaires polykystiques avéré, qu'il y ait ou pas d'ailleurs une insulinorésistance, et qui souhaite obtenir une grossesse? Merci Geoffroy. Alors en effet, le désir de grossesse, c'est
un motif de consultation assez fréquent chez les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, et puis l'infertilité, on l'a vu, comme tu l'as dit en tout début, est causée dans un grand nombre de cas par un syndrome des ovaires polykystiques, puisque c'est la première cause d'infertilité féminine. Mais je tenais quand même à rappeler, et pour rassurer un peu les patientes, parce que c'est vrai que souvent en consultation, quand elles viennent et qu'on annonce le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, tout de suite un monde s'écroule ou s'ouvre, je ne sais pas dans quel sens, avec je vais être infertile, je vais avoir des problèmes d'insulinorésistance, je vais avoir des problèmes cardiovasculaires à long terme, ça va être très compliqué. Mais comme tu l'as dit, c'est un syndrome, ce n'est pas une maladie, ça nécessite un suivi au long cours, mais il faut vraiment se tranquilliser. Se tranquilliser aussi sur le désir de grossesse, puisque oui, il peut y avoir une infertilité, mais dans les études maintenant de cohorte qu'on commence à avoir, dans plus de 50 voire 70% des cas, ce sont des patientes qui vont concevoir spontanément. Donc on n'est pas stérile lorsqu'on a un syndrome des ovaires polykystiques, on peut avoir une infertilité. Et donc c'est ça dont je vais parler, c'est quand on a une infertilité et un syndrome des ovaires polykystiques, qu'est-ce qu'on doit faire? On est dans le cadre d'une infertilité, donc on fait un bilan complet. On recherche d'autres causes d'infertilité. On a le droit d'avoir un syndrome des ovaires polykystiques, une pathologie tubaire ou un conjoint qui a des anomalies au spermogramme. Donc il faut, avant toute prise en charge de l'infertilité par anovulation du syndrome des ovaires polykystiques, vérifier l'état utérin, vérifier l'état tubaire et vérifier le spermogramme du conjoint. Donc ça, c'est la base. Ensuite, qu'est-ce qu'on va proposer? Eh bien, pour les patientes qui sont obèses ou qui ont une insulinorésistance, on a vu que ça pouvait majorer l'hyperandrogénie, mais ça peut aussi jouer un rôle dans les troubles de l'ovulation. Et donc la première chose à faire, là encore, ça va être des règles hygiéno-diététiques, et là sans être forcément drastique, puisqu'on sait qu'une perte de 5 à 10% du poids corporel, donc passer de 100 à 95 ou 90 kg, ça va suffire dans un certain nombre de cas à permettre aux patientes de restaurer leur ovulation et avoir une grossesse naturelle. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et puis surtout, ça diminue après les risques de complications obstétricales que peuvent présenter ces patientes, d'hypertension gravidique, de diabète gestationnel. Donc pour la prévision de la grossesse, c'est aussi très important. Donc une fois qu'on a fait ces premières mesures, mais que malheureusement la patiente n'arrive pas à avoir la grossesse, en première intention, si vraiment c'est le trouble de l'ovulation qui est l'unique cause d'infertilité, eh bien il existe différents traitements qui sont proposés. En première intention, c'est un traitement de stimulation de l'ovulation par des anti-œstrogènes. En France, on n'utilise que le citrate de clomifène puisque le létrozole n'a pas l'AMM, malgré des résultats qui semblent quand même très intéressants. C'est un traitement qui est très simple, qui se prend par voie orale, en tout début du cycle, pour induire une libération endogène de FSH et donc relancer un cycle de folliculogénèse et donc une ovulation chez les patientes. C'est un traitement qui est très simple mais qui, attention, doit être vraiment suivi sur 2 points. Il faut vérifier que le traitement est efficace. Le plus simple, c'est de vérifier en phase lutéale qu'on a bien une élévation de la progestérone et qu'on a bien donc eu une ovulation. Et le deuxième point, et c'est ça qui est surtout le plus important, c'est vérifier qu'il n'y a pas d'ovulation multiples et donc un risque de grossesse multiple. Je rappelle que ce traitement, qui peut être prescrit en ville par n'importe quel médecin, est le premier pourvoyeur de grossesse multiple. Ça, c'est un point fondamental. C'est quand même très très important. Donc c'est un traitement qui est très simple mais qui doit être surveillé et à chaque cycle, parce que chaque cycle peut être différent chez la patiente avec un syndrome des ovaires polykystiques. Donc une surveillance rapprochée. Donc ça, c'est ce qu'on donne en première intention. Si jamais ce traitement simple ne fonctionne pas, en deuxième intention, on a d'autres moyens d'induire l'ovulation. Donc là, au lieu de faire libérer la FSH endogène de la patiente, on peut donner de la FSH de façon exogène. Donc c'est la deuxième intention sur ma diapositive, l'induction de l'ovulation par les gonadotrophines. Donc ça a le même objectif et ça nécessite aussi une surveillance rapprochée. L'autre possibilité, c'est le drilling ovarien, qui est un petit peu moins utilisé parce qu'il est un peu plus invasif. Ça nécessite de faire une célioscopie et d'aller faire des trous, si on parle un peu vulgairement sur les ovaires. On ne connaît pas bien le fonctionnement de ce drilling, mais dans un certain nombre de cas, ça permet de restaurer l'ovulation des patientes. Alors le drilling avait un ancêtre qui était la résection cunéiforme des ovaires, où Stein et Leventhal qui avaient inventé ça, où on allait peler l'ovaire, et donc ils pelaient le cortex ovarien, et derrière il y avait des ovulations. Alors on ne sait toujours pas comment, mais voilà. Et donc ça a été un petit peu affiné, heureusement. Moins invasif. Oui, c'est un peu moins invasif, mais ça reste quand même invasif puisque ça nécessite de faire une chirurgie. Mais c'est quand même une possibilité. Et puis en dernière intention, si jamais ces 2 premières lignes n'ont pas fonctionné, ou alors s'il y a une autre indication tubaire ou masculine
de prise en charge de l'infertilité, eh bien on va s'orienter vers la fécondation in vitro, là aussi avec une surveillance rapprochée et beaucoup de patientes pour prendre patience pour prendre en charge ces patientes qui peuvent répondre de façon soit trop faible, soit de façon excessive, et dans les deux cas, eh bien, il faut bien les surveiller. Mais bon, l'infertilité, je vous l'ai dit, elle n'est pas systématique. Il y a des patientes qui vont concevoir spontanément, et il y a quand même d'autres problèmes qui peuvent se présenter, d'autres symptômes dont peuvent souffrir les patientes. Et ça, j'aimerais que tu nous en parles un peu, Hélène. Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme problème et qu'est-ce qu'on peut faire pour elles? Tu as raison d'ailleurs de souligner que, parce que parfois elles interprètent le fait qu'elles pourront avoir des difficultés à avoir des enfants en disant je risque pas d'être enceinte, et parfois on a des grossesses non désirées. Donc tu as raison d'insister sur le fait que, oui, en plus il suffit d'améliorer parfois son hygiène de vie pour être enceinte plus facilement, et ça marche assez bien. Donc quand elles ne veulent pas être enceintes dans l'immédiat ou qu'elles ont fait leur projet parental, il y a tout le reste de la vie, quoi. Donc, alors, vous avez insisté sur les modifications des modes de vie. Moi aussi, j'insiste parce que, en fait, d'ailleurs, on devrait tous les adopter, et particulièrement dans le SOPK, parce qu'elles sont plus à risque métabolique et à risque de complications cardiovasculaires à terme. Mais on devrait vraiment tous avoir ce mode de vie, c'est-à-dire bouger, activité physique, un équilibre alimentaire correct. Et puis ces femmes, souvent, toutes les thérapies pour améliorer le bien-être, parce qu'on a montré que le SOPK avait un retentissement sur des marqueurs d'anxiété et de dépression, et qui étaient plus élevés dans le SOPK, parce qu'elles ne sont pas forcément bien dans leur peau, un surpoids, un hirsutisme, etc. Donc en plus, elles traînent leur image, je pense, depuis la puberté. Et franchement, tout petit moyen pour améliorer le bien-être, c'est aussi améliorer l'hygiène de vie, parce que quand on est mieux, on s'occupe mieux de soi aussi. Donc ça, c'est hyper important de prendre le temps de voir avec elles tout ça. Après, au niveau contraceptif, et en fait, en l'absence de contre-indication, elles bénéficient d'œstroprogestatifs en première intention, parce que c'est vraiment la pilule œstroprogestative qui va être la mieux tolérée, parce qu'elles ont souvent des troubles du cycle, des ménorrhagies quand elles ont des règles, et qu'elles ont un peu d'acné. Donc toute contraception œstroprogestative va pouvoir améliorer ça. Puis si on a des contre-indications, on peut utiliser d'autres moyens contraceptifs. Alors l'hyperandrogénie, donc on a beaucoup entendu parler des traitements, enfin des petites modifications ces derniers temps. Donc la Société française d'endocrino a d'ailleurs donné ces nouvelles recommandations par rapport donc à l'acétate de cyprotérone. Donc si vous avez un hirsutisme modéré ou de l'acné, vous commencez par les œstroprogestatifs, qui sont d'ailleurs les recommandations internationales et européennes. Donc au moins 3 mois, il va y avoir une amélioration. Après, l'amélioration, elle n'est pas forcément suffisante. Dans ces cas-là, donc la Société française d'endocrino a mentionné la spironolactone, mais qui est hors AMM, mais qui peut être prescrite en ayant expliqué à la patiente le hors AMM et les conséquences, mais qui est en général très bien tolérée et qui marche partiellement, en tout cas en partie, sur l'hirsutisme, en association avec une contraception pour ne pas être enceinte sous spironolactone. Si l'hirsutisme est sévère et invalidant, on a gardé la possibilité de donner l'acétate de cyprotérone, donc l'androcure, qui, comme vous le savez, a été limité du fait de l'augmentation de l'incidence du méningiome avec la durée de prescription, c'est-à-dire que pour les durées de prescription longues et avec l'âge avançant des patientes, on a une augmentation du risque de méningiome. Donc moi personnellement je l'utilise toujours dans l'hirsutisme sévère et invalidant. Il faut maintenant faire une IRM au début du traitement, refaire une IRM à 5 ans et puis il est recommandé dès que vous contrôlez l'hirsutisme de réduire la dose d'acétate de cyprotérone, et comme ça finalement on arrive à maintenir les patientes bien un certain temps, et puis on réévalue la prescription. On laissera sûrement pas des dizaines d'années sous acétate de cyprotérone, mais c'est un outil qui quand même peut servir à un moment donné dans la vie.
Tout à fait. Je pense qu'on peut rappeler que même si on a une augmentation significative de l'incidence des méningiomes avec la durée d'utilisation de l'acétate de cyproterone, ça reste en valeur absolue un risque qui est très faible. Pour vraiment rassurer les femmes par rapport à ce traitement qui offre, je suis d'accord avec toi. Parce que maintenant, il faut aussi l'expliquer aux femmes parce qu'elles viennent avec un a priori contre. Mais j'ai des patientes qui ne veulent pas non plus, qui ne veulent pas arrêter leur androcure. Et d'ailleurs, je leur dis, vous faites une IRM et puis si ça va bien, on continue. Et de toute façon, le méningiome augmente en fréquence, même hors traitement avec l'âge. Donc c'est vrai qu'on est plus embêté par contre chez les femmes qui vieillissent. Plus de 40 ans, oui. Et en effet, c'est un traitement qui fonctionne quand même très bien pour les patientes qui sont gênées par leur hirsutisme. Oui. On n'a pas trouvé la balance bénéfice-risque est vraiment à peser au cas par cas, mais c'est un traitement qui peut fonctionner. Et en effet, comme tu l'as dit au départ, l'hirsutisme peut être vraiment très gênant dans la vie quotidienne et vraiment gêner la qualité de vie de ces patientes. Parce que même si, évidemment, donc maintenant on utilise en association le laser, mais bon, sur des zones étendues, c'est bien de coupler avec un anti-androgène, quoi. Enfin, pour les hirsutismes invalidants, donc. Voilà. Par contre, on a un mouvement anti-pilule, etc., qui fait que certaines femmes ont des troubles du cycle et sont gênées par leurs troubles du cycle, mais ne veulent pas prendre la pilule. Donc, on peut leur proposer un progestatif séquentiel, 12 jours par mois, pour déclencher régulièrement les règles, parce que ça évite qu'elles se retrouvent avec une hyperplasie de l'endomètre qui fait qu'après, elles vont avoir des saignements, vraiment des ménorrhagies qui vont vraiment les gêner. Et un risque de cancer de l'endomètre. Plus à terme, surtout. Voilà. Donc, il faut déclencher les règles avec un progestatif de votre choix. Plutôt maintenant, on utilise plutôt vraiment des progestatifs légers, type du Faston, Progestan, si elles ne veulent pas, de contraception, si elles n'ont pas besoin. Voilà. Eh bien, je pense que c'est l'heure de conclure. C'est l'heure de conclure, effectivement. Il y a 6 grands messages vraiment essentiels à l'issue de cette émission. La première, c'est de comprendre que le SOPK, il faut le connaître parce que c'est la cause la plus fréquente de troubles ovulatoires, d'hyperandrogénie, d'infertilité féminine. Que les critères diagnostiques sont maintenant très bien définis, mais que le plus important, c'est de dire que ce SOPK, c'est un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire qu'il faut éliminer toutes les autres causes d'hyperandrogénie et les autres causes de troubles du cycle, et aussi en particulier les hyperprolactinémies, que ce syndrome, dès qu'il est présent, doit nécessiter le dépistage chez toutes les femmes, quel que soit leur IMC, d'une insulinorésistance, et ça passera parfois même par l'HPO à 75 grammes de glucose, que la prise en charge de l'infertilité par anovulation, elle est simple, elle est étape par étape, step by step, où on commence par faire maigrir les patientes qui sont en surpoids qui ont une insulinorésistance, proposer les inducteurs de l'ovulation par voie orale, le drilling ou les injections, et enfin la fécondation in vitro. Que la prise en charge des troubles du cycle, elle est essentielle puisque c'est l'élément clé pour la prévention du cancer de l'endomètre après 40 ans chez les femmes qui souffrent du SOPK. Et enfin, l'hirsutisme, on en a parlé, qui contribue à altérer la qualité de vie de ces femmes. Il faut le prendre en charge avec des anti-androgènes efficaces. Et donc on va conclure. Nous vous remercions en tout cas d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à venir consulter les autres émissions de l'ASMR, soit sur notre site internet, soit sur la chaîne YouTube de l'ASMR. À très bientôt et merci pour votre attention.